Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana 48, un enseignement donné par Nisargadatta le 3 août 1978, ça c'est dans la temporalité, dans l'histoire en fait, eh bien c'est toujours maintenant et c'est vraiment toujours des enseignements vraiment intemporels qui nous ramènent à constater, à faire l'expérience première de cette intemporalité première. Le non manifesté est sans mouvement. Où se trouve-t-il? Réfléchissez bien à ce point. Toujours une invitation au questionnement. Toujours avoir ici, maintenant. Où est ce non manifesté? Ce non manifesté sans mouvement, sans forme, sans taille. Qu'est-ce qui ici, maintenant est sans nom, sans forme, sans taille? Pas un concept lointain, pas quelque chose qui me serait étranger, non, ici. Ça ne peut pas être saisi, bien évidemment. Ça n'est pas un objet, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de nom, sauf ceux que l'on pourrait donner pour pointer vers. Rien qu'en posant cette question, de cette manière-là, eh bien, voilà, on pourrait dire que l'attention se retourne vers sa source, automatiquement. Par un frémissement du non manifesté, une infime maya est créée. S'il n'y avait pas de sens d'individualité, personne ne serait concerné par maya. C'est-à-dire, si nous ne nous prenions pas pour un personnage de cette histoire créée par cette maya, eh bien, mais c'est parce que nous nous prenons pour un aspect de cette manifestation que l'histoire commence à prendre forme et voile notre véritable nature. Si nous nous tenons antérieurs à ce processus et que nous pouvons voir, voilà, le mouvement de la manifestation, bien sûr, dans son ensemble, mais sans nommer, sans séparer, sans nous séparer de nous-mêmes finalement, eh bien, voilà, c'est juste le propre mouvement, comme le propre mouvement de notre véritable corps, on pourrait dire, comme notre véritable manifestation, incarnation tout entière. La force vitale imprègne chaque cellule du corps. Le centre de la connaissance dans le corps est le cortex cérébral. Sans la conscience, il n'y a aucune faculté d'apprentissage. On va confondre l'anatomie avec la conscience, qui est le prana, qui anime, qui donne forme à ces apparentes formes. Ne dites pas que vous êtes le corps, vous êtes seulement la connaissance. Vous êtes la conscience, identique à la lumière. C'est le sens « je suis ». C'est ce qui peint toutes les images. Vénérez-la comme le gourou infini et sans limite. Vous attendez le fruit de l'action des 3 gunas, les qualités de manifestation, parce que vous pensez être le corps. Vous attendez le fruit de l'action, toujours un résultat, une échéance, un objectif, quelque chose qui en fait crée toujours cette histoire. Ce sera plus tard, ce sera demain, ce sera une autre fois, où j'ai peur de ce qui va arriver, voilà. Et tout ça, dès qu'il y a ce processus-là, il n'a de pouvoir que le pouvoir qu'on lui donne, en fait. Si on ne lui donne pas de pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Voilà, si nous le voyons, et c'est ce à quoi nous invite Nisargadatta, c'est à questionner véritablement tout ce que nous prenons pour acquis. L'auteur dépend de la présence de Dieu. Aussi est-ce lui qui est appelé celui qui agit.
La conscience en nous est Dieu. Tout être vivant souhaite l'immortalité. C'est le plus grand désir. La flamme qui brûle intérieurement avec le corps pour huile est appelée la flamme universelle. Le sens d'exister, le sens « je suis » saisit le feu et devient visible en tant que monde. À la source de la conscience se trouve le non manifesté, le soi suprême. On pourrait dire que ce désir d'immortalité vécu personnellement, individuellement, n'est que, en fait, un rappel, une réminiscence encore mal orientée, on pourrait dire, parce que, essayant de s'exprimer dans cette histoire, mais en fait qui n'est que ce rappel premier de notre existence immortelle, non pas dans une sens d'une durée infinie, mais de cette intemporalité. C'est un rappel, mais voilà, souvent, on pourrait dire en quelque sorte mal orienté ou immature. Tout comme la quête d'un bonheur, dans les objets, dans les situations, dans des objectifs. Là aussi, c'est une forme d'immaturité de notre propre manifestation, de notre propre révélation à nous-mêmes, puisque en fait, c'est ce que nous sommes déjà. C'est cela même qui fait que le parfum est là, que c'est même conceptualisable. Les gens croient que le monde est ancien. En ce moment, le monde s'élève avec votre conscience. En ce moment. Toute l'histoire, le passé, le présent, le futur s'élèvent maintenant. Et pas maintenant et puis c'est fini, ben non, puisque sinon ce serait déjà le passé. Non, c'est maintenant. Maintenant. Ça ne peut être que maintenant. Même quand nous évoquons un futur lointain, c'est maintenant que nous l'évoquons. Même quand nous évoquons un passé, je ne sais pas quoi, comment, préhistorique, c'est maintenant. C'est maintenant. Un peu à la façon dont un livre, on ouvrirait et on fermerait un livre. Toute l'histoire, la première, la dernière page sont contenues là. Mais imaginez un livre qui se réduirait pas à ce format-là, mais à un point infini, microscopique. C'est dans ce sens-là que Nisargadatta parle de cette conscience microscopique, ou de cette graine de sésame. C'est pour nous ramener à cette non-forme, en fait, cette non-taille. Donc parce que antérieure à tout temps, à toute forme, à tout espace. C'est dans le livre, c'est quand le livre en quelque sorte se déploie que se crée, dans ce déploiement du livre, mais il se déploie sans se déployer, il ne change pas de forme, mais se manifeste, semble se manifester ce temps, cet espace, et là, un début, un déploiement, une fin prenne forme, une histoire, une évolution des personnages prend forme. Au sein de ce qui n'a pas de taille, n'a pas de forme. Donc, quelle est évidemment, c'est pour ça qu'on parle d'illusion, quelle est la taille et la forme, quelle est la durée au sein de ce qui n'a pas de forme et de taille. Prenons l'exemple plus communément facile à aborder d'un rêve. Vous rêvez que vous vivez 100 ans au cours d'un rêve, d'une nuit, donc de quelques secondes, minutes. Pourtant, quand vous allez vivre cette expérience, vous allez expérimenter la durée avec tous ces tracas, ces aventures, ces expériences. Mais quelle est cette durée, puisque vous la vivez de 100 ans, vous la vivez dans un rêve qui n'a que une ou deux minutes, on va dire. Et bien, c'est la même chose. Quelle peut être la durée de siècles, d'univers, de millions d'années dans ce qui n'a aucune durée, qui prend place au sein de ce qui n'a aucune durée, aucune taille, aucune forme. C'est à quoi nous pouvons revenir. Et ça n'est pas conceptuel, c'est maintenant. C'est revenir à ce qui, ici de nous, est intemporel.
qu'est-ce qui, ici, maintenant, en moi, on pourrait dire, si on veut le formuler très simplement, n'a pas d'âge? Qu'est-ce qui, ici, en moi, ne vieillit pas? Qu'est-ce qui, ici, en moi, n'est pas ni malade, ni en bonne santé? Qu'est-ce qui, ici, de moi, n'a jamais rien fait? Qu'est-ce qui, ici, de moi, ne se déplace jamais? Faites l'expérience quand vous marchez. Qu'est-ce qui, ici, de moi, ne se déplace jamais? Et le témoin des déplacements, des mouvements. Qu'est-ce qui, ici, de moi, est le témoin des transformations incessantes, que ce soit les saisons, que ce soit des mouvements du souffle, que ce soit des battements du cœur, que ce soit des pensées qui vont, qui viennent, d'une émotion qui jaillit, se déploie et se résorbe. Voilà, des questions toutes simples qui ne sont même pas, on pourrait dire, spirituelles, ou alors spirituelles au sens profond du terme, c'est-à-dire vraiment de ce questionnement essentiel de qui nous sommes vraiment, qui je suis véritablement, qui est certainement ce propre de la conscience sur un plan humain, manifesté à travers cette humanité. En ce moment, le monde s'élève avec votre conscience. Ceci s'appelle Maya. Il n'y a rien ici, et pourtant il s'y joue tant de grands désordres. Tandis que la mémoire de je suis change, tout change. Si la mémoire je suis disparaît, que se passe-t-il alors? Quelqu'un a-t-il la mémoire de sa mort? Alors que se passe-t-il? La mémoire je suis s'oublie elle-même, c'est tout. C'est ça la véritable mort. Et ça nous fait peur, mais tous les soirs nous endormons comme des bienheureux. Voilà. Si nous ne sommes pas identifiés au point de ne plus pouvoir nous endormir, bien sûr, hein, de résister d'être tellement pris que même le sommeil ne peut plus se produire, c'est-à-dire cette résorption, hein, un peu comme une aimantation si forte que nous ne pouvons plus nous décoller de l'histoire. Mais sinon, nous ne souhaitons que ça. Quel est votre état quand vous ne savez pas que vous êtes? Il n'y a pas d'illusion du genre « je suis, je ne suis pas ». Un tel état est appelé paramatman. Revenir à ces états, rien que le fait d'évoquer cela va faire que l'attention va pouvoir non pas les occulter comme quelque chose d'inintéressant. Voilà. Il y a tellement d'informations à capter en fait pour la conscience et pour le processus cérébral que plein d'informations sont mises de côté en étant jugées inintéressantes. Si le questionnement se produit et s'intensifie, ces éléments-là vont commencer à être pris en compte et l'intérêt va se porter sur ce qui auparavant était considéré comme insignifiant ou comme sans intérêt, hein, sans intérêt effectivement pour ce mental, pour cette identifié, pour cette conscience identifiée. Mais si nous revenons, à nous-mêmes et que nous valorisons ces moments comme le dit Nisargadatta, il n'y a rien ici. Voilà. Si la mémoire je suis disparaît, que se passe-t-il alors? Quelqu'un a-t-il la mémoire de sa mort?
alors que se passe-t-il? La mémoire je suis s'oublie elle-même, c'est tout. Quel est votre état quand vous ne savez pas que vous êtes? Un tel état est appelé Paramatman. Donc là, vraiment, Nisargadatta, après nous avoir ramené à ce « je suis », nous invite à dépasser ce « je suis ». Je suis toujours à considérer non pas comme un objectif, comme quelque chose à atteindre, mais comme cette porte qui nous ramène à nous-mêmes, à notre immuabilité. La mémoire ou le sens de l'ego sont liés au temps. C'est de la nature du temps. Quand ceci est compris, une personne ordinaire devient un jnani. Un jnani, ce n'est pas un grand personnage ou un grand sage, non. C'est cette conscience qui s'est reconnue en elle-même, par elle-même. Et c'est de voir justement la juste place de toute chose, la juste place de ce mouvement, mais qui en même temps ne nous est pas étranger, mais auquel il n'y a aucune identification particulière à avoir, et en même temps de ce qui de nous est du domaine de cette antérieur à cette manifestation, donc antérieur au temps, à l'espace. On dit couramment « j'ai fait ceci, je me suis comporté de la sorte ». Quand la mémoire s'en va, que deviennent action et comportement? Toutes sortes de noms sont donnés au monde par le monde. La source du monde elle-même n'a pas de forme. Durant l'état de veille, quand il n'y a pas de mémoire de soi, on se trouve dans un état d'absolu. Tous les titres sont acquis, ils ne sont pas naturels, comme des habits, des habits, tous les qualificatifs, sont comme des habits qui, s'ils restent très légers, très mobiles, très fluides, de simples légers voiles fonctionnels, c'est pas un problème en soi. C'est quand ils deviennent, ils se densifient, on pourrait dire qu'ils sont pris pour notre structure, que là ça pose problème et qu'on va rechercher à les épaissir, à les renforcer, et que petit à petit ils deviennent tellement lourds, denses, opaques, on pourrait dire, que au niveau du vécu, en tout cas du ressenti, que la lumière s'éteint peu à peu, et que nous allons la rechercher, alors que à l'extérieur, quelque part lointainement, alors qu'elle est là dessous. Elle est là dessous, au cœur de nous-mêmes. Durant l'état de veille, quand il n'y a pas de mémoire de soi, on se trouve dans un état d'absolu. Tous les titres sont acquis, ils ne sont pas naturels. Si vous prenez une seule phrase de ceci et la mettez en pratique, c'est suffisant. Le plus simple est toujours le mieux. C'est toujours cette identité avec son histoire qui va chercher le complexe, à en faire toujours plus. Mais là, c'est une invitation à revenir au simple. Une seule phrase, Et contacter ces moments durant l'état de veille, quand il n'y a pas de mémoire de soi, petit soi, notre identité, on se trouve dans un état d'absolu. Ça n'est pas quelque chose de lointain, beaucoup encore, c'est aussi un jeu du mental, ça, de dire oui, non, mais ça n'est pas encore ça, ça n'est pas encore ça, ça n'est pas encore ça. Ah non, c'est encore autre chose, ou alors c'est trop simple, ah bah non, mais voilà. Et pourquoi? Parce que le mental n'y a pas accès. Donc c'est simple, il peut raconter ce qu'il veut. Le mental n'a pas accès à cet état. Le mental, justement, en est absent. Donc, on ne peut le décrire même que quand le mental, on va dire, revient. Sinon, on reste en silence, tout simplement. Mais pour pouvoir décrire, pour pouvoir évoquer cela, évidemment, il faut que le mental soit là. Mais que le mental soit là ne veut pas dire que l'état sous-jacent n'est pas là. Ça, c'est important aussi.
Ce n'est pas quelque chose qui disparaît et apparaît, c'est intemporel. Sinon, si ça disparaît et que ça apparaît, c'est temporel. Pas photo. Donc, contacter tous ces instants, voilà, que nous cherchons souvent, parce que souvent nous allons les conditionner en fait. Tant que nous sommes dans l'histoire, on pourrait dire, on va les conditionner. On va dire, oui, pourquoi nous recherchons tel ou tel objet de bonheur? Parce qu'à un moment donné, au moment de l'acquisition, il y a un relâchement. Et là, voilà, il y a comme on va dire un samadhi qui se produit. Hein, même si c'est pas vraiment conscient, mais voilà. Parce qu'il y a le relâchement, parce qu'il n'y a plus cette tension de tendre vers, voilà, l'instant, l'objet du bonheur est là présent. Très, très momentanément, évidemment, puisque comme nous sommes dans la manifestation, cela va se dissoudre à nouveau. Mais nous prenons cet instant-là, et comme cause de ce bonheur, l'objet. Mais ce n'est pas l'objet qui nous rend heureux. C'est cette absence d'attente, c'est cette absence d'histoire momentanée. Hein? À un moment donné, il n'y a plus de mémoire de l'histoire, c'est-à-dire plus de mémoire du soi. Tout comme le font aussi certaines substances, certaines drogues, de l'alcool à un certain niveau, voilà, toutes sortes d'autres substances, voilà, qui vont agir et qui vont créer par le mécanisme d'action sur le cerveau et voilà un empêchement de ce type de fonctionnement. Dans les relations sexuelles, c'est pareil. L'orgasme, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, à un moment donné, un oubli de cette identité. Hein, on parle d'ailleurs des fois de petites morts pour ça. Mais c'est vu, étant donné que celui qui vit, l'identité n'est pas remise en question, eh bien, ce fonctionnement ne peut pas être véritablement remis en question. Et ça n'est pas comme dans les voies, certaines voies où on va essayer de pas faire ceci, pas prendre ça, pas faire ça ou autre, pour empêcher ça. Mais ça peut être intéressant s'il y a véritablement un questionnement plus profond et une remise en question du sujet, de qui fait quoi, qui agit, qui chemine. Sinon, ça peut durer très 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 longtemps. Et c'est pour ça qu'on appelle cette approche la voie directe. Parce qu'elle ne questionne pas tant le comportement, mais elle questionne le sujet, pour qui nous nous prenons. Voilà, l'invitation encore et encore à ce questionnement et au-delà même du questionnement, vraiment à cette révélation, toujours au sein de cette temporalité, de notre immuable, de notre manifestation. Quoi d'autre finalement que ça, que tout est ce questionnement finalement. Tout est cette révélation, toute cette révélation de nous-mêmes à nous-mêmes, en nous-mêmes. Voilà. Bien, belle révélation de vous-même à vous-même, en vous-même.